Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien et aujourd'hui on se retrouve pour parler cyclisme, pour débriefer le Omloop Het Nieuwsblad qui a eu lieu cet après-midi. Ça s'est fini, là j'enregistre, il est 17h, ça s'est fini à 16h ce samedi. Ce Omloop Het Nieuwsblad, on va revenir bien entendu sur les bleus, on fera le bilan des bleus, le débrief des top et flops de cette course. Du côté des top et flops, j'en ai mis que 3 à chaque fois. Je ferai un peu plus long sur les bleus, mais aujourd'hui, je fais un petit test sur la longueur qu'il faudra que fassent les vidéos pour Paris-Nice. Donc c'est aussi un petit format test. Voilà, parce que j'ai pas fait ça depuis longtemps, donc pour me remettre un petit peu dans le bain, ce que je fais sur le Tour de France, c'est-à-dire le débrief le soir de l'étape, j'ai pas fait ça depuis longtemps, au final. Voilà, faut que je me remette un petit peu dans le bain, et donc essayer de voir un petit peu le timing que doit prendre chaque vidéo, et puis avec le nouveau matériel que j'ai, je dois aussi l'utiliser dans ce type de conditions. Et de toute manière, normalement j'en mets 4, hein, je mets rarement, des fois je mets un peu plus de top, mais je mets rarement plus de 10-15 coureurs par vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux. Dans les commentaires, on peut parler de d'autres coureurs dont je n'ai pas parlé dans cette vidéo. On peut parler de la course également, on peut parler de plein de choses. On peut parler également de ce que je dis dans cette vidéo. Vous pouvez vous abonner, on est à 909 là à 17h, donc une belle augmentation là de fin de semaine. Atteindre les 1000, toujours l'objectif. Et puis, on commence tout de suite. Ce que j'ai pensé de cette course, très intéressante. Alors c'est une course d'ouverture, donc on voit qu'entre certains coureurs, il y a pas mal de différences de niveau. Entre les coureurs qui ont déjà une dizaine de jours de course dans les pattes. Je pense là à des coureurs qui étaient dans ce cas-là, dans ce Omloop Het Nieuwsblad. On peut penser à un Sénéchal qui a déjà quelques jours de course. Moritz, lui, je crois, n'en avait pas, mais il y a quelques coureurs comme ça qui avaient déjà beaucoup couru en ce début de saison, qui avaient fait pas mal de jours de course, avec des coureurs qui avaient un peu moins de jours de course. On était entre 3 et je dirais 5-6. Et puis des coureurs comme Van Aert qui n'avaient absolument pas roulé depuis le début de saison, mais certains ont fait le cyclocross et puis d'autres n'ont pas fait de cyclocross, donc ça fait pas mal de variations de performance entre les coureurs de niveaux différents, donc ce qui fait que c'est toujours compliqué le Omloop Het Nieuwsblad parce qu'on a des coureurs qui ne sont pas performants sur cette course-là, mais qui seront performants sur le Tour des Flandres. Et inversement, Ballerini l'année dernière était très performant au Het Nieuwsblad, on pensait qu'il allait être très fort sur le Tour des Flandres, et puis au final, Ballerini sur le Tour des Flandres, on l'a pas vu, hein. Ça n'a pas été un des coureurs importants de la course. Donc voilà, il faut toujours relativiser à ce que je vais dire aujourd'hui, ne pas oublier que ce que je dis aujourd'hui, c'est la vérité de fin février, et que la vérité de mi-avril, lors du Tour des Flandres, sera différente, et encore plus pour Paris-Roubaix, qui sera fin avril, quasiment Paris-Roubaix cette année, avec les élections. On a un peu changé la date, donc ça va avoir qui sera un peu plus tard que d'habitude, ça va avoir des conséquences. Mais surtout par rapport au Tour des Flandres. On a eu des conditions climatiques qui étaient parfaites. Aussi, alors je vous avais dit qu'il devait pleuvoir les jours précédents, je crois qu'il n'a pas plu, finalement, que la chaîne météo s'est plantée. Pourtant j'avais regardé sur 3-4 villes différentes, Oudenaarde, la ville de départ, la ville d'arrivée, et puis 2 villes au milieu. Il y avait Oudenaarde également, j'avais regardé, qui est à peu près sur le parcours, dans les grosses villes. Et on mettait de la pluie, et au final il n'a pas plu. Je pense les jours précédents, donc on avait vraiment des pavés dans de très très bonne qualité, ce qui a rendu la course très rapide. Ce qui a rendu la course également très indécise, parce qu'au final, la décision s'est vraiment faite à partir du mur de Capelle, quasiment. Avant, il y avait eu des attaques, mais il n'y avait pas eu beaucoup de choses, entre l'attaque à 50 bornes de l'arrivée de Kung, qui revient sur Vliegen et sur Vermersch.
final, il s'était pas passé grand-chose sur la course, malgré le fait qu'elle soit très intéressante. De toute façon, c'est une course pavée, c'est toujours intéressant les courses sur le pavé. Donc course indécise, et puis oui, ça s'est joué dans le mur de Capelle. Alors moi, je l'appelle le mur de Capelle. C'est vrai que normalement, ça s'appelle le mur de Gramont. C'est Capelle-Mour en flamand. Mais moi, je préfère utiliser le mur de Capelle tout simplement parce que c'est un moyen technique fait que en haut il y a une chapelle et donc Capelle, voilà. C'est plus facile pour moi d'un moyen mémotechnique que le mur de Gramont. Pour pas confondre entre les différents secteurs importants, on va dire, de Flandre. Je ne suis pas un spécialiste de la Flandre, donc voilà, c'est pour éviter de confondre. C'est pour ça que j'appelle le mur de Capelle. Bon, et ben après avoir dit tout ça, on commence tout de suite par le bilan des Bleus. Du côté du bilan des Bleus, eh bien je commence par Florian Sénéchal. Allez, je commence par Florian Sénéchal, je fais pas dans l'ordre que j'avais indiqué. Florian Sénéchal, 9e, premier français du jour, avec Quick-Step Alpha Vinyl. Ça a été plutôt une belle journée pour Florian Sénéchal. Au niveau du sprint, malgré tout, c'est peut-être le seul rayon de soleil de Quick-Step qui a été quand même un petit peu en difficulté aujourd'hui. De toute façon, j'en reparle plus après de Quick-Step avec un Casper Asgreen. Alors, je sais pas s'il est tombé, mais moi j'avais plutôt l'impression que physiquement il était pas au top. Pardon. Et puis, du côté des autres coureurs Quick-Step, on a vu un peu du côté de Quick-Step. C'était bien entendu, j'aurais dû pas faire comme ça. Du côté de Quick-Step, j'ai trouvé qu'on a été très discret aujourd'hui, et c'est vrai qu'à part Yves Lampart, voilà, qu'on a un peu vu, il y a eu aussi Stibar qui a été un peu présent. Par contre, Joseph Cerny, on l'a surtout vu à l'arrière du peloton. Pareil pour Bert van Lerberge. Alors je sais bien que c'était pas la full équipe du côté de Quick-Step, mais c'est quand même pas très rassurant. Je trouve que collectivement, il en a manqué un petit peu. C'est vrai que Casper Asgreen n'était pas au top. Alors ensuite, Sénéchal, il fait le job. Mais Sénéchal, pour moi, alors, il est bon hein, sur ce type de course, mais il est encore meilleur sur un Paris-Roubaix. Donc je pense que Sénéchal, le Tour des Flandres, il peut être performant, mais faut qu'il y ait peut-être d'autres adversaires qui soient pas au top de leur forme. Et Van Aert était déjà très bon. Et puis Jumbo a fait preuve d'un beau collectif. Lotto aussi a eu un beau collectif. Et c'est vrai que j'ai l'impression quand même que du côté Quick-Step, on a été beaucoup plus en retrait. Et c'est vrai que seul Sénéchal, il pouvait pas faire grand-chose. Alors il y a Yves Lampart qui a un peu roulé, mais c'était un peu pas suffisant pour faire mieux que top 10. Alors c'est déjà quand même un résultat intéressant pour Sénéchal, mais voilà, pour Quick-Step, c'est pas suffisant. On continue avec Mathis Louvel, le coureur d'Arkea, très bon aujourd'hui Mathis. 14e Mathis Louvel. Ça fait partie des coureurs que je trouve très intéressants chez Arkea. Je crois que j'en avais pas parlé lors de la présentation de l'équipe, parce que j'avais parlé plutôt de Thibaut Guernalec. Mais là aussi, c'est un coureur où j'ai du mal à savoir quelles sont vraiment ses limites. C'est un coup, voilà, il est bon même sur les classiques. Il a une bonne pointe de vitesse. Malgré tout, c'est pas un pur sprinter. Mathis Louvel, loin de là. Donc je trouve qu'il a un profil très intéressant ce coureur. Déjà 5e du Trofeo Alcudia, 3e du Tour de la région de Murcie. Également au mois de février, donc là 14e, 22e également de la Classica Rennes-Parisot que j'ai pas eu le temps de voir. J'avais dit si je pouvais la voir, je ferais une vidéo pour vous dire ce que je pensais de cette course. J'ai pas encore eu le temps de la regarder parce que je regarde du cyclisme beaucoup, mais je regarde également d'autres choses à côté. Et puis là, il va y avoir de nouveau des sports d'hiver à regarder, donc voilà, je passe d'une discipline à l'autre. Mais du côté de Mathis Louvel, ouais, très intéressant, je trouve sa manière de courir, ce qu'il a fait aujourd'hui. Et puis je trouve qu'Arkea s'est montré. On a vu également Amaury Capiot. Voilà, ça a été une course intéressante. Je trouve que Arkea a été acteur de cette course, n'a pas subi, ce qui aurait pu être le cas à une époque. Et du côté de Mathis Louvel, en plus, il a eu un problème technique, je crois, pendant sa course. Donc c'est très intéressant également de ce côté-là. Mais Mathis Louvel, courant très intéressant, et puis 22 ans seulement, donc faire déjà un top 15 sur cette course-là, 22 ans, c'est assez prometteur. Je continue avec le troisième français au top, le troisième bleu au top, c'est Stefan Kung.
Alors Stephen Kung qui au final finit un peu loin, le Suisse, il finit quoi qu'il finit 12e, je crois qu'il était un peu plus loin. Mais j'ai lu deux groupes à mal, il y en avait un qui était à la fin d'un groupe, ça devait être Luke Gixon, voilà, qui était lâché, je pensais que c'était Kung et pas Luke Gixon. Donc, voilà. Du côté de Stephen Kung, il a tenté. On pourra pas lui reprocher d'avoir tenté à 50 bornes de l'arrivée. C'est pas un coureur qui a une pointe de vitesse, donc c'est vrai que pour moi t'as un Van Avermaet, un Van Aert, un Colbrelli, et forcément faut qu'il parte de loin. Coco, bon bah voilà, il a tenté le coup, ça n'a pas marché. Enfin, ça n'a pas marché aussi bien qu'espéré. Je pense qu'il y a un moment en fait ils se regardent quand le coureur de Jumbo attaque. Quand le coéquipier de Van Aert décide d'accélérer, donc Bennett. Et à ce moment-là, ça se regarde beaucoup derrière. Or, ça aurait dû rouler parce que le temps qu'ils ont mis à se regarder, ça a permis à des coureurs qui étaient dans le deuxième groupe, qui étaient dans le groupe de chasse derrière eux, de rentrer. Et à partir de ce moment-là, la course était un petit peu différente. Et c'est vrai que Kung s'est un peu plus caché, mais son attaque à 50 bornes de l'arrivée, elle est très très bien sentie. En plus, vous avez juste avant Vermeersch et Vliegen. Vliegen, on sait que c'est un coureur qui a beaucoup de résistance. On sait que Vermeersch est quand même quelqu'un qui a fait podium sur Paris-Roubaix, donc c'est également un Flavut. Que devant, l'échappée avait l'air quand même d'être très résistante. Les 4-5 qui étaient encore devant en ce moment-là. Donc c'était plutôt une bonne idée d'attaquer à partir de ce moment-là. Surtout que Jumbo n'a pas tout de suite réagi. Qu'il y a eu un petit temps de latence du côté de Jumbo et à un moment ils avaient une belle avance et puis bon derrière Van Aert a été assez fort et du côté de Jumbo on a réagi notamment dans un premier temps avec Bennett et Van Aert, mais il y avait eu également Tennyson qui avait bien bossé pendant la course c'est vrai que du côté de Kung ça n'a pas marché à partir du moment où derrière ça lançait les hostilités, mais c'est surtout qu'ils se sont regardés un petit peu derrière quand ils sont revenus les Jumbo, et ça a été je pense une erreur. En plus-moins j'ai mis AG2R. Pourquoi j'ai mis en plus-moins? Pourtant 3ème et 4ème, tout simplement parce que je trouve qu'AG2R ils sont toujours trop attentistes. C'est-à-dire qu'ils ont lancé aucun mouvement de course AG2R notable. Or, AG2R sur cette course, il y avait quand même un collectif qui était pas dégueulasse. Van Avermaet, Nessen, les frères Nessen, Michael Scher, Damien Touzé, Stan de Wulf, Guy Van Hoek. Tu vas pas me faire croire qu'avec ce collectif-là, ils sont pas capables de lancer, on va dire, des hostilités, de tenter des choses. Ils ont un peu subi la course. Alors ils font 3ème et 4ème, c'est encore des bons résultats, mais ils ont subi la course. Moi j'aimerais que du côté de G2R on soit un peu plus acteur, qu'on tente des choses, tout simplement. Avec ce collectif là vous pouvez tenter des choses au niveau des Flandriennes, et tant qu'ils seront un petit peu sur le reculoir, un peu craintifs, cette équipe-là, ils pourront pas gagner des classiques flandriennes, parce qu'à un moment, il faut prendre des risques sur les flandriennes, et pour le moment, ils ne prennent pas de risques. J'ai l'impression, alors ils sont moins à contre-temps que l'année dernière quand même, dans l'affaire, mais il y a quand même encore un petit délai. On n'y va pas, on suit pas l'attaque du coureur de Groupama, alors qu'ils auraient pu mettre quelqu'un avec le coureur de Groupama. On suit pas la réaction de Jumbo derrière, alors qu'il aurait fallu mettre un mec de AG2R derrière le mec de Jumbo. Enfin voilà, il y a toujours un petit temps, un petit délai de retard, alors que collectivement, je pense que cette équipe est capable de faire un peu mieux, donc c'est pour ça que je mets plus-moins. Et puis en moins, Total, donc il va passer à 0 au niveau du score de JR. Le JR scoring, pourquoi Total en moins? Alors vous avez déjà eu pas mal de problèmes techniques pour cette équipe, ça c'est clair et net. Ça montre aussi qu'on n'est peut-être pas encore à l'aise totalement avec le matériel, parce que de l'équipe qui utilise des vélos Specialized, c'est eux qui ont eu le plus de problèmes, me semble-t-il. Anthony Turgis qui a empilé les problèmes, vraiment. Et puis également Peter Sagan, crevaison un petit peu, mauvais moment, qui a eu du mal à remonter dans le peloton. Il finit assez loin, Sagan il finit à 8 minutes, je crois à plus de 8 minutes. Il finit dans le groupe avec David Der, je crois. Que je retrouve Peter. Non, il finit à 5,49. Non, il finit avec Van Hoek, Van Kalsbruck, Grusdef, avec Clément Russo également. Ça a été un peu compliqué, course de reprise également, course de reprise. Classique de reprise pour Peter Sagan.
parce que Sagan, il était pas venu sur la classique depuis très longtemps. Donc c'est également à prendre en compte que sur les classiques, c'est peut-être pas forcément le coureur idéal. Non, moi je trouve que collectivement, cette équipe n'a pas été exceptionnelle du côté de la Total. Je trouve que collectivement, ça aurait pu être beaucoup mieux dans cette formation. On a quand même maintenant un bel effectif. Pour moi, ça pas toujours roulé dans ces courses-là. C'est-à-dire que, bon, voilà, quand je parlais à un moment de cette formation, où je disais, bon, bah, cette formation-là, elle est bien sympa, mais vous pourriez mettre n'importe quel coureur, vu que les directeurs sportifs sont aux fraises, j'ai envie de dire que vous avez quand même 4 coureurs qui abandonnent, ce qui est beaucoup, hein, c'est l'un des effectifs qui a le plus subi au niveau des abandons. Dries Van Gestel fait 25e. Danielos, je l'ai pas vu de la course. Il finit dans le groupe de Van Gestel, mais je l'ai pas vu de la course. Et collectivement, c'était très faiblard, parce que Turgis, il est très mal placé quand il a son problème technique. Il est très très mal placé dans le groupe. Donc ils auraient dû faire beaucoup mieux du côté de cette formation. Bon voilà, c'est dommage pour une équipe qui a des ambitions, hein. En plus sur ces classiques. Et puis je termine avec Coquard du côté des Bleus. Je comprends pas pourquoi Coquard fait encore ses classiques flandriennes, alors qu'on sait très bien que c'est pas un coureur de flandrienne, Coquard. Et en plus, Cofidis l'a un peu mis en leader sur cette course. Coquard, il peut pas gagner les flandriennes, c'est un trop petit gabarit. Alors je sais bien qu'il y a eu le cas Bettiol, mais bon, Bettiol, le jour où il l'a gagné, le Tour des Flandres, il était vraiment au top de sa forme. Coquard, pour moi, il n'est pas fait pour les classiques. Et BNB faisait la même erreur. On l'a mis leader sur les classiques à un moment, et je ne sais pas pour quelle raison on l'a mis leader sur les classiques flandriennes. C'est un trop petit gabarit pour être performant sur les pavés. Il n'a pas la puissance pour grimper suffisamment bien dans les pavés. Donc ne le faites pas rouler sur ce type de course-là. Alors oui, il va être déçu parce qu'il a peut-être envie d'être performant sur ces courses-là, mais il n'a pas les qualités requises pour être performant sur ces courses-là. Donc n'essayez pas de le mettre tout le temps. Et du côté de Cofidis, c'est dommage qu'on n'avait pas d'autres coureurs intéressants à se mettre sous la dent au niveau du collectif. On passe tout de suite aux coureurs au top. Attaque de Marlou. Je commence du côté des coureurs au top avec le vainqueur du jour, Van Aert. Bon, bah, on avait des doutes sur le fait que est-ce qu'il avait la bonne condition physique, premier jour de course, est-ce qu'il était bien physiquement, il avait arrêté sa saison de cyclocross un peu plus tôt que prévu. Donc comment il allait se remettre de cette situation-là, parce que quand vous avez un calendrier qui est prévu et que vous êtes obligé de faire des changements de dernière minute sur votre calendrier, ça peut parfois avoir des conséquences assez fortes sur votre condition physique. Et puis Van Aert aujourd'hui, il a été très très fort. Alors il y a déjà une chose à noter, Jumbo qui avait jusqu'à présent sur les Flandriennes un collectif assez moyen, hein, on va pas se mentir, c'était pas leur force ce collectif. Là ils ont été omniprésents, c'est-à-dire qu'ils ont contrôlé énormément d'attaques pendant toute la journée, et puis ensuite on a eu un très grand Mike Tennyson, on a eu un Tige Bennett très très bon, et puis derrière Van Aert qui finit le travail. Mais collectivement du côté de la Jumbo, j'étais assez critique avec le collectif, notamment de la Total, mais collectivement là ça a été très solide. Ils ont pris le pas sur Quick-Step pendant cette course. On a très peu vu Quick-Step, mais parce que avec Groupama aussi, ils ont fait un très gros travail du côté de la Jumbo-Visma en début de journée, en contrôlant les multiples attaques. Donc ça c'est très intéressant du côté de cette formation. Et puis du côté de Van Aert, une très bonne condition physique, ce qui lui a permis également de pas perdre de temps. Mais Van Aert, vu ce qu'il a montré là, ça va être un client bien entendu sur les classiques flandriennes. La seule réticence qu'on pourrait avoir, c'est que je me dis, il est en forme, on n'est qu'en février. Donc il faudra voir est-ce que ce pic de forme là, est-ce que cette bonne condition physique, il arrive à la tenir jusqu'en avril pour les grosses échéances pour lui qui seront le Tour des Flandres. C'est surtout ça la grosse échéance pour lui, c'est le Tour des Flandres. Il y aura également Paris-Roubaix. Est-ce qu'il aura la capacité de tenir aussi longtemps avec cette aussi bonne condition physique, parce qu'il me semble déjà plutôt très bon. Et puis il y a aussi une sorte de malédiction avec ce Grand Prix d'ouverture en Belgique. C'est quand vous regardez un petit peu les coureurs qui ont gagné au Omloop Blad n'ont pas toujours
fait des grandes saisons derrière. Donc, est-ce que cette malédiction, un peu comme la malédiction autour du Grand Prix de la Marseillaise, va se poursuivre avec Van Aert? On verra, parce que notamment Ballerini l'année dernière, il a été assez inexistant. C'est quand même une course assez atypique. Mais je trouve que ça soit Van Aert et la Jumbo, on fait une très très bonne course aujourd'hui. Je continue avec Victor Campenaerts. Pourquoi Campenaerts? Parce que vu le nombre de galères qu'il a eu aujourd'hui, c'est-à-dire de 80 bandes de l'arrivée à 35, il enchaîne les merdes. C'est-à-dire que vraiment la journée pourrave, quoi. Il ne s'est pas énervé, ce qui est déjà fort, et surtout, il a réussi à finir dans le top 10 de la course. Il finit 5e même. Vu le nombre de merdes qu'il a eu dans la journée, c'est une sacrée performance, hein. Surtout qu'on a quand même roulé à 42 à l'heure. Donc on est arrivé avant 16 heures, hein, quand même, sur cette course-là. Donc on a roulé assez fort. Chapeau Campenaerts de réussir à remonter à l'avant du peloton à chaque fois, parce que c'est bien de revenir dans le peloton, mais sur ces courses-là, il faut toujours être devant, vu la largeur des routes, donc réussir à revenir devant, et puis réussir à ne pas craquer dans le final. Belle perf. Et je voulais aussi souligner, avec la performance de Campenaerts, le collectif Lotto qui a été très très présent. On peut parler de Vermeersch, qui a été très très bon. On peut parler également pas de Tim Willems qui n'a pas été là, mais de Van Moer également, que j'ai pas mal vu. Je trouve que le collectif Lotto, ça a pas mal roulé. Il y a eu Gilbert également qui a fait une attaque à un moment. Je trouve que, contrairement à d'habitude, du côté de la Lotto, on avait tendance à se courir les uns derrière les autres, et surtout à disparaître à 50 bandes de l'arrivée, parce que ça a été souvent le cas ces dernières saisons sur les grands événements, à disparaître très loin de l'arrivée du côté de la Lotto et à pas très bien courir. Là, je trouve qu'ils ont... Alors, c'était peut-être pas les meilleures attaques au monde, mais au moins, ils ont tenté le coup, et au moins, on les a vus. Et c'est vrai que la Lotto, sur la dernière classique belge, on les voyait à peine. Et là, je trouve qu'ils ont fait vraiment une très très belle performance. Et puis 5e sur une classique flandrienne pour la Lotto, c'est pas arrivé souvent ces dernières années. Donc, belle performance. Vous pouvez me le dire dans les commentaires, c'est arrivé régulièrement, mais je suis pas sûr. Donc, belle performance de la part de Campenaerts. On termine avec le dernier coureur au top. J'ai mis donc Rasmus Stiller, le coureur d'Uno X, qui finit 6e. Très belle performance pour l'équipe Uno X, qui a également été très présente. Alors déjà dans l'échappée matinale, et puis derrière ils étaient toujours aux avant-postes, hein, ils étaient souvent en deuxième épaisseur dans le peloton. Et puis Rasmus Stiller qui a suivi à un moment Van Aert, Benoît aussi, quand ça a accéléré à un moment. Donc voilà, belle performance. Ce qui est quand même incroyable avec ce coureur-là, c'est que tu te dis, il a fait une saison en World Tour, enfin 2 saisons en World Tour qui ont été vraiment pas bonnes, enfin qui étaient vraiment pas incroyables. Et quand tu vois ce qu'il fait depuis qu'il est revenu en Pro Team l'année dernière chez Uno X, tu te dis, c'est quand même, soit on l'a monté trop vite en Pro Team, soit chez NTT ou Dimension Data, il y avait vraiment des conditions de travail qui n'étaient pas bonnes. Mais je pense que ce mec-là, il avait déjà du talent avant, donc c'est vraiment surprenant de voir ce coureur-là qui vraiment s'épanouit très fortement. Mais là, il a été très très bon, Rasmus Stiller, j'ai trouvé dans cette course. Et puis un gabarit qui est intéressant pour les Flandriennes, hein. 1m74, 71 kg, c'est pas un grand gabarit, mais il est puissant, Rasmus Stiller, donc c'est vraiment un profil qui est intéressant pour passer les bosses. Il est plus lourd, me semble-t-il, que Coca. Je vais vérifier parce que des fois je dis ça et puis c'est des bêtises. Hop, Brian Coca. Mais il doit faire 2-3 kilos de plus que... Oui, bah, il est plus lourd que Coca. Coca, il fait que 59 sur Pro Cycling. Donc là, il y a 10 kilos d'écart. Forcément, il dégage plus de watts, plus de puissance, ce qui l'aide sur les bosses à mieux passer les bosses. Et vraiment, du côté de Rasmus Stiller, on peut se dire, qu'est-ce qui s'est passé chez NTT et Dimension Data? Alors, chez NTT, on peut comprendre, il n'y avait pas de thunes, mais chez Dimension Data, en 2019, il y avait encore un petit peu d'argent, pour qu'il soit aussi peu performant lors de ces 2 saisons. Dans cette équipe. Et puis là, voilà, il avait déjà fait 2e du Samin l'année dernière, donc derrière Merlier, et 2e également de Binche, Chine et Binche, le mémorial Frank van den Broek également dans les courses belges importantes. Eh bien, on passe tout de suite au bonnet d'âne. Du côté des bonnets d'âne, je commence avec Tom Pidcock. Tom Pidcock qui finit pas extrêmement bien. Hop là, j'étais encore sur Rasmus Stiller. Tom Pidcock, hop, que je retrouve Ineos, qui finit 18e. Dans le groupe à 27 secondes.
Pourtant, il y avait un beau collectif Ineos, avec une seule tête d'affiche pour moi, parce qu'on n'a pas trop roulé pour être amateur. Je trouve que Narvaez, Ben Swift, voilà, Magnus Sheffield également ont fait du bon boulot. Du côté de Pitcock, c'est les jambes, je crois, qui sont pas exceptionnelles. J'ai l'impression qu'il a du mal vraiment à se remettre de sa saison de cyclocross, qu'il est pas au top physiquement. Et c'est vrai que là, sur cette course-là, quand ça accélère dans le mur de Gramont, le Capel Mur, bah, je préfère dire mur de Capel quand même. Bah, on voit bien qu'il n'est pas capable de suivre. Quand dans la portion la plus difficile, donc autour de la chapelle, il n'est pas en capacité de suivre les meilleurs. Il y a vraiment un écart qui se forme à ce moment-là. Ensuite, bon, il arrive à raccrocher les wagons dans les descentes et dans ce genre de trucs parce qu'il est très bon en plus sur le vélo et qu'il a une très bonne technique. Mais au niveau des jambes, j'ai l'impression que c'est pas incroyable. Et déjà sur le Tour de l'Algarve, le débrief dont je vous invite à regarder, j'avais déjà parlé de Pidcock en disant j'ai l'impression que c'est pas fou physiquement Pidcock. Bah, j'ai toujours cette confirmation là. Alors après, on est en février où là faut se descendre aussi un petit peu les slips. On est qu'en février, c'est-à-dire que Pidcock, s'il prend 5-6 jours de pause, peut-être qu'il va retrouver des bonnes sensations. Et pour l'instant, j'ai l'impression que c'est pas top. Donc vraiment, je pense que du côté de Pidcock, il faudrait peut-être prendre une semaine de repos grand maximum. Je pense qu'il faut pas prendre énormément, mais voilà, pour retrouver peut-être un petit peu de conditions physiques, parce qu'il me semble un petit peu émoussé. Je continue avec Moscone, qui a fini. Alors Moscone, il a fini incroyablement loin. Il finit, premier jour de reprise également pour Moscone, il finit 122e, donc c'est l'un des derniers à finir à 12 minutes. Avec Leonardo Basso. Il a quand même pas été aidé par son équipe qui est que ça soit Gazzoli, Martinelli, Fedorov et Lutsenko. J'espère même que Lutsenko s'est pas blessé parce que il est tombé assez lourdement quand même. Faut savoir que ces mecs-là sont tombés à une 50aine de kilomètres de l'arrivée où il y a eu une grosse chute, notamment Kovi qui a été pris dans la chute et les quatre étaient impliqués dans cette chute. Donc c'est vrai que quand vous perdez 4 coureurs, voire 5 quasiment dans une chute, après c'est compliqué parce qu'il y avait un autre coureur qui avait un problème mécanique à ce moment-là aussi du côté d'Astana. Donc est-ce que c'était Moscone? Bah, je ne l'ai pas vu. Mais de toute manière, 11,56, ça fait quand même beaucoup. Un peu beaucoup pour moi. Après, voilà, bon, première course de la saison du côté de Moscone, dans une nouvelle formation. Il a eu, je crois, également quelques pépins physiques pendant l'intersaison, mais ça, j'ai peur de me tromper, donc j'espère pas me tromper. Si vous pouvez me le confirmer dans les commentaires, mais je crois qu'il a eu quelques pépins physiques également pendant l'intersaison. Donc ça n'a peut-être pas vraiment aidé également le coureur italien, mais là j'ai l'impression que physiquement il était pas au top. Et de toute manière, la chute, s'il était impliqué dans cette chute, c'est-à-dire qu'il était mal placé à ce moment-là. Donc quand vous êtes mal placé à 50 bandes de l'arrivée, ça sent mauvais pour vous, quoi. Ça veut dire que la condition physique est pas très bonne, surtout quand on s'appelle Gianni Moscone. Et puis je termine avec la DSM. Très clairement, du côté de la DSM, il va falloir que Dainese et que Romain Bardet soit très fort parce que c'est quand même compliqué au niveau des résultats. De Gengolf finit 43e avec Yves Deberg qui est également un très bon coureur, le Norvégien. Craig Anderson 103e. Bon, Craig Anderson fait quand même 2 ans, je trouve ça fait 1 an et demi, peut-être pas 2 ans quand même, mais Craig Anderson c'est pas foufou depuis 1 an et demi en termes de résultats. Je sais pas trop ce qui se passe pour le Danois. Équipe également qui a eu 3 coureurs qui ont abandonné et puis un coureur, Nils Sekov, qui n'est pas parti. Vraiment, DSM, on les a pas vus de toute la course. Il y a eu un petit moment où on a vu Craig Anderson attaquer. Bon, je pense que déjà quand t'as comme leader de Gengolf, c'est que t'as pas beaucoup d'ambition pour les victoires dans ce type de course. Ça va être dur quand même DSM pour rester en World Tour. Certains étaient inquiets de Cofidis. Moi, je suis plus inquiet par DSM parce que l'année dernière, déjà, saison qui n'a pas été bonne, saison où ils récupèrent pas beaucoup de points. Il y a quelques individualités qui s'en sont bien sorties, mais collectivement, c'était pas une bonne saison. Ils ont marqué très peu de points en Pro Tour l'année dernière, en World Tour plutôt qu'en Pro Tour. Ça, c'était le nom précédent. Donc là, cette année, il va falloir qu'ils cravachent et pour le moment, DSM, c'est pas ça. Donc ça m'inquiète légèrement du côté de l'équipe allemande, surtout que si l'équipe allemande redescendait en 2e division,
les grands tours ça serait fini, hein. Donc il faut, et les classiques, peut-être que beaucoup de classiques, ils ne pourraient pas participer à beaucoup de classiques. Donc il va falloir vraiment qu'ils se sauvent, parce que étant donné que c'est une équipe allemande, que souvent les invitations sont quand même données à des équipes nationales, bah, à part le Tour d'Allemagne, sinon ça va être compliqué quoi pour Degenkolb, donc et pour la DSM, donc il va falloir vraiment trouver une solution. Surtout que je rappelle qu'il y a pas mal de coureurs de DSM qui sont en fin de contrat aussi, hein. Donc s'ils perdaient le droit de participer en World Tour, ils perdraient beaucoup de coureurs, je pense, notamment Romain Bardet, hein, qui est en fin de contrat avec DSM. Donc ouais, il va falloir vraiment que Romain Bardet soit bon, hein. Parce que sinon, côté de DSM, ça va être un peu compliqué. Il va falloir vraiment qu'il y ait des individualités qui s'en sortent, parce que collectivement, ça me paraît encore mal embarqué, cette histoire-là. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Kurn, Bruxelles, Kurn, ça m'étonnerait qu'on fasse la vidéo dimanche soir. Mais pourquoi pas s'il y a un miracle d'ici là. UAE Tour, ça sera lundi au mardi. Je pense plutôt mardi. Et le classique de l'Ardèche, Drôme classique, on fera les deux ensemble et ça sera certainement, je pense, lundi. Donc voilà, début de semaine qui va être encore chargé au niveau des vidéos. Ben voilà, donc on se retrouve pour les prochaines échéances du côté des pavés, notamment le Samin mardi, Kurn-Bruxelles-Kurn également qui aura lieu demain. Je rappelle Kurn-Bruxelles-Kurn, je crois que c'est à partir de 14h sur Eurosport 2 au niveau de la télévision. Et bien voilà, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, et puis nous on se retrouve pour de nouvelles aventures. Ciao ciao sur la Mac Production.